Bonjour à tous, merci de nous suivre sur BFM2. Période de suspension des travaux à l'Assemblée nationale comme au Sénat pour l'été. L'occasion de revenir ensemble sur une année de travail parlementaire, une année particulière évidemment, après la dissolution et marquée évidemment par la censure, on s'en souvient, du gouvernement de Michel Barnier. Sur BFM2, on va donc prendre le temps de revenir sur cette année très politique avec Violette Spilbou. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous sur BFM2. Vous êtes député Ensemble pour la République du Nord. Alors une période de suspension, période aussi de vacances, hein. Vous vous dites soulagé de ce repos, encore au travail peut-être, ou plutôt inquiète déjà pour la rentrée? Je dirais que là, je vais bientôt prendre quelques jours de vacances, mais que jusqu'à la fin du mois de juillet, on a encore énormément de travail. Il y a les habitants de notre circonscription qui continuent de nous solliciter, qui sont là, qui ont des soucis du quotidien. Et je crois qu'un député, c'est être aussi à l'écoute de son territoire. Et puis, après ces quelques vacances, effectivement, la préparation d'une rentrée qui va être houleuse, comme l'année que l'on vient de vivre. Depuis la dissolution. Justement, sur cette année, quel bilan vous en tirez dans les grandes lignes? On va évidemment revenir hein, ensemble après sur différents points, mais déjà, qu'est-ce que vous voulez retenir depuis le mois de juin dernier? Mais je crois d'abord que cette année parlementaire, depuis la dissolution, elle a été assez illisible pour les Français. C'est assez dommage, mais la multiplication des nombreuses propositions de loi, des changements de gouvernement et de la censure qui sont intervenus pendant cette année font que, en fait, il y a un fil conducteur qui est perdu pour les Français quand on discute avec eux en circonscription. Moi, à Lille, à Marcq-en-Barœul ou Bondu, je vois bien, ils ne savent pas vraiment ce qu'on fait à l'Assemblée. Et pourtant, ça a été une année vraiment d'initiative parlementaire parce que les changements de gouvernement, l'instabilité finalement, font que quand on regarde même le nombre de lois qui ont été votées, c'est sur cette année 90 textes qui ont été adoptés à l'Assemblée et il y en a 39 qui étaient des propositions de loi des députés. Donc, qui venaient vraiment de l'Assemblée nationale, des députés ou des sénateurs. Et puis, il y en a 8 seulement qui étaient des projets de loi structurants du gouvernement. On retient peut-être la loi sur les narcotrafics qui a beaucoup fait parler d'elle et qui était positive. Donc on voit bien que c'est aussi une année finalement où même s'il y a eu un ralentissement, c'était pas un blocage et que c'est beaucoup sur les parlementaires qu'on a compté pour faire avancer les sujets législatifs. Illisible, vous employez ce terme, on a vu, ces dernières semaines justement, des propositions aller dans tous les sens, la suppression des ZFE, la réintroduction de certains néonicotinoïdes, ça allait vraiment, dans tous les sens. Est-ce que la politique avance vraiment en ce moment en France? Je dirais que on est quand même à un moment de ralentissement ou de petits pas. Il faut être lucide. Je le sens aussi, moi, en tant que députée. On a vécu une première législature me concernant de 2022 à 2024 où il y avait un certain nombre de grands projets de loi structurants. Vous avez parlé de l'environnement, il y a eu la loi sur l'énergie qui a permis de faire un plan à la fois sur l'énergie renouvelable, les éoliennes et aussi sur le nucléaire. Il y a eu la loi de programmation militaire. Il y a eu la loi de programmation sur la justice, donc on était sur des grandes lois pluriannuelles qui permettaient de voter des moyens. La loi sur les moyens de la police aussi, la LOPMI, qui était très importante pour nous dans les communes ou dans les grandes villes comme Lille, pour les moyens de policiers nationaux et municipaux qu'on va avoir dans les années à venir. Et puis depuis 2024, comme ces grands projets de loi, ben, ils sont quasiment inexistants, il n'y en a pas eu sous le gouvernement Barnier, il y en a eu un vraiment qui a été porté par Gérald Darmanin avec les narcotrafics et finalement qui s'est appuyé aussi, lui, sur une proposition de loi qui venait du Sénat. Donc on voit bien que les grands projets structurants, on n'arrive plus à les faire parce qu'on a aussi une assemblée très divisée qui remet en cause beaucoup de textes, y compris par de l'obstruction, des multiples amendements ou des process pour arrêter le débat. Et donc on compte sur quoi? Sur des propositions de loi qui sont plus petites mais qui font quand même de petits pas. Sur la sécurité, par exemple, on a finalisé le vote sur l'homicide routier. C'est quelque chose de très important pour la vie quotidienne de notamment et toutes les familles de victimes d'accidents de la route.
qui considère que quand il y a une tentative, une conduite, on va dire, sous stupéfiant ou sous alcool au volant et qu'on crée soit un accident, soit le décès de quelqu'un, eh bien, c'est qualifié maintenant d'homicide routier dans le droit pénal. Mais ça, pour tous ceux qui sont concernés, c'est une vraie avancée. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait, mais c'est des petits pas dans des domaines particuliers. Il y a aussi le travail. Je pense au fait qu'on a empêché, en fait, avec le vote de notre groupe, que les auto-entrepreneurs voient le seuil d'exonération de TVA relevé. Bon, ben, pour encourager le travail, l'entrepreneuriat, on a quand même eu des mesures. Mais il faut être très vigilant sur ce ralentissement qu'on sent finalement et qui affaiblit la France au niveau international. Vous qui êtes justement député depuis 3 ans maintenant, est-ce que vous avez ressenti une différence d'ambiance dans les débats peut-être depuis les élections de 2024, entre 2022-2024 et puis depuis un an maintenant? Je pense qu'entre 2022 et 2024, il y avait une majorité présidentielle, même si elle était euh, peu puissante, parce qu'on avait des oppositions très fortes des deux côtés de l'hémicycle. On arrivait quand même, autour de ces projets de loi structurants dont je viens de parler, à créer un débat qui avait du sens et qui avait une certaine lisibilité pour les Français et aussi pour les députés. Depuis 2024, comme tout ça s'est un peu perdu et qu'on est sur des petites propositions de loi, des petites lois, des changements de un ou deux articles, eh bien on a des députés de tous les bords qui sont plus perdus, je trouve, en termes de sens. Moi-même, je vais vous dire, il y a eu des moments d'une certaine lassitude dans le débat budgétaire parce qu'on savait que ça allait certainement finir par des coupes très importantes fin 2025 et l'utilité d'avoir un débat budgétaire en commission quand on sait que finalement il n'aura pas lieu en hémicycle, ben, on se demande à quoi on sert. Et donc c'est pour ça que chaque député se recentre aussi sur les dossiers prioritaires qu'il a. Et moi, très heureusement, je me suis consacrée toute l'année 2025 à la commission d'enquête sur les violences commises sur des enfants dans les établissements scolaires par des adultes ayant autorité. Et donc, il y a eu beaucoup comme ça de missions ou de commissions d'enquête qui ont mobilisé des députés sur des sujets précis, Oui, ce on qui va y fait revenir. que je ne suis pas du tout ennuyée. On va y Voilà. revenir aussi sur ce travail évidemment des commissions d'enquête très important, mais vous parliez évidemment de l'examen du budget. L'automne sera à nouveau un moment très important. On a ces annonces hein, évidemment que l'on a suivies il y a 2 jours maintenant de François Bayrou. Vous ne craignez pas donc de devoir à nouveau débattre encore longuement sans doute sur évidemment le projet de budget pour la France en cette fin d'année? Je ne le crains pas parce que ça fait partie des missions du parlementaire. On doit être là pour porter les amendements aux propositions budgétaires du gouvernement. Moi, je fais partie de la commission éducation, culture et sport. Et donc, j'aurai bien sûr des amendements à porter sur le sujet de l'école, sur le sujet des associations sportives, du passeport, sur le sujet de la culture. On avait eu le débat en 2025, on l'aura à nouveau, le sujet du pass culture. Moi, par exemple, je porte profondément le fait que je veux renforcer le pass culture collectif pour que des enseignants, des animateurs de centres sociaux puissent emmener des groupes, voir des pièces de théâtre, faire un atelier avec un journaliste sur la qualité de l'information dans le long terme, donc en collectif, en vivre ensemble. Et je suis beaucoup moins favorable au pass culture individuel qui a été lancé il y a quelques années parce que je trouve que son efficacité est aujourd'hui à remettre en cause. Eh bien, dans un moment où on n'a pas beaucoup de budget, oui, il faudra faire des choix. Et moi, par exemple, je porterai la suppression du pass culture individuel au profit d'un budget pass culture collectif. Donc, le moment du débat budgétaire, c'est un moment où on fait vraiment de la politique, où on porte une vision et où on peut challenger de députés qui portent la voix d'un territoire. Et est-ce qu'à nouveau, on va suivre des débats pour qu'au final, une censure soit éventuellement votée? Tout ça pour rien? Ça peut être l'inquiétude. Après, je dirais jamais que c'est pour rien. D'abord, le débat, il nourrit en chacun de nous, les députés, nos compétences. On se forme sur les arguments des autres. On change parfois d'avis. Moi, ça m'est arrivé. Et donc, je pense qu'un débat à l'Assemblée nationale n'est jamais un peu moins motivant, effectivement, si on sait qu'à la fin, il y a la censure. Mais d'abord, on ne le sait jamais vraiment. On sait aussi qu'on est nombreux députés du bloc central, nous autour de Gabriel Attal, mais avec tous les autres groupes qui ont des
Ah non, je crois qu'on a un petit souci, technique, actuellement. Je pense qu'on va retrouver Violette Spilbou dans quelques instants pour, continuer à aborder ensemble, évidemment ce travail parlementaire. Rappelons, évidemment donc que actuellement les travaux sont donc suspendus à l'Assemblée nationale, reprendront à la fin septembre et donc on a retrouvé Violette Spilbou. À nouveau, voilà, avec nous en direct sur BFM2. Donc on parlait, voilà, de ces on a compris, hein, votre point de vue effectivement sur les débats qui seront donc, tout de même utiles, même si une censure peut être, à la fin votée. Évidemment, on suivra ça, ce sera à l'automne prochain. Vous en parliez, Violette Spilbou, tout à l'heure de votre travail. Évidemment, il y a ce travail dans l'hémicycle important que l'on voit et aussi, ces commissions d'enquête qui, prennent peut-être de plus en plus de place. En tout cas, ce travail parlementaire aussi important pour, amener sur la table des sujets, de société parfois et il y a eu cette, commission d'enquête évidemment sur les violences en milieu scolaire, que l'on a parfois qualifié de commission d'enquête sur Betaram. Ce travail a été, nécessaire. Qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui? D'abord, j'en retiens, la qualité du travail parlementaire en format transpartisan. J'ai travaillé sur cette commission d'enquête avec, Paul Vannier, député, LFI à la même commission que moi, à la commission éducation. Comme j'avais travaillé, précédemment, par exemple sur le statut de l'élu avec Sébastien Jumel, du Parti communiste ou, Stéphane Delautrest, c'est les socialistes et aussi, sur l'éducation aux médias en 2022, avec un député du Rassemblement national. L'organisation de l'Assemblée nationale fait que les missions d'information, les missions flash ou les commissions d'enquête sont forcément avec un député majorité, un député opposition. Et c'est très intéressant parce qu'on laisse de côté nos étiquettes politiques pour faire honneur à notre mandat de député dans le cadre institutionnel de l'Assemblée, qui est que nous devons trouver des solutions pour la France, contrôler le gouvernement et évaluer les politiques publiques. Et cette commission d'enquête sur le contrôle de l'État ou les défaillances de l'État sur le contrôle sur les violences auprès d'enfants dans les écoles depuis des années, qui est née de Betaram, elle a montré sa grande utilité à la fois pendant le déroulé de la commission d'enquête, où ça a beaucoup secoué à la fois le ministère de l'Éducation nationale, les directions diocésaines dans l'enseignement catholique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mesures qui ont été prises. Le plan Brisons le silence, qui a été lancé par Elisabeth Borne dès le début de notre commission d'enquête, l'annonce des contrôles des internats dans l'enseignement catholique. Donc on voit que ça fait bouger les lignes, c'est utile. Et puis nous avons sorti 50 recommandations, un très gros rapport. Et aujourd'hui, nous avons décidé avec Paul Vannier de poursuivre le travail. Il ne suffit pas d'avoir rendu le rapport, qui est un gros pavé très épais et qui a été voté d'ailleurs largement et positivement par l'Assemblée, mais il va falloir en suivre la réalisation. Je pense notamment à un nouveau dispositif de signalement des violences, si elles arrivent à l'avenir à l'école, et puis aussi au renforcement des contrôles et des inspections dans l'enseignement privé sous contrat qui reçoit de l'argent public. Certains, que ce soit dans la classe politique ou dans la société, ont critiqué, parfois certaines commissions d'enquête parlant de tribunal. Selon vous, c'est important de voir à la fois la justice, hein, notamment sur des affaires comme celle de Bétara, mais aussi des politiques se saisir de ces sujets-là pour en tirer les leçons? Absolument. D'abord, ça fait partie des missions du député, de contrôler le gouvernement, d'évaluer les politiques publiques mises en place. C'est le rôle du Parlement. Et donc, je crois que avec ces commissions d'enquête, qui, vous avez raison, sont plus importantes sous cette législature, il y en a plus, eh bien, nous jouons notre rôle de contrôle démocratique. Je crois que c'est la voix du peuple qui s'exprime. Et puis, c'est très important aussi de le faire avec lucidité et intégrité. On ne peut pas laisser passer ce qui s'est passé sur les violences faites aux enfants dans les années précédentes jusqu'à aujourd'hui dans certains établissements scolaires. Il y a beaucoup de choses à améliorer, il y a encore beaucoup de victimes qui nous contactent, y compris de faits récents. Et donc le rôle du parlementaire est là plein et entier. Je crois qu'il ne faut pas remplacer la justice. La justice, elle est là pour mettre en cause des responsabilités individuelles pour juger un agresseur, pour punir. Parfois, elle dysfonctionne, c'est à nous de le dire aujourd'hui et aussi, et c'est ce que nous faisons dans notre rapport quand des plaintes sont classées sans suite indûment. Mais nous, le travail de la commission d'enquête, c'est regarder le fonctionnement du système de l'État français, le contrôle de l'État, là où il a été défaillant et comment faire en sorte qu'il ne le soit plus à l'avenir. Donc, effectivement, c'est très utile.
Quels seront les sujets marquants de votre rentrée, Violette Spilbou? Une rentrée peut-être particulière puisqu'il y a aussi ces élections municipales qui approchent. On sait que vous briguez la mairie de Lille. Écoutez, ça va être une rentrée effectivement très active pour moi. Je vais poursuivre ce lien fort d'abord entre mon engagement de conseillère municipale sur un territoire à Lille, dans une grande et belle métropole européenne de Lille, et puis mon mandat de députée du Nord. Donc être députée, ça veut dire être à l'Assemblée, siéger dans les grands moments, notamment, vous l'avez parlé, le budget, et puis continuer de porter les sujets culture et éducation de ma commission. Donc suivre le travail de la commission d'enquête et sa mise en œuvre, déposer une proposition de loi avec Paul Vanier, et puis suivre mes autres propositions de loi. J'ai travaillé sur la protection des agents publics lorsqu'ils sont agressés et le remplacement par une plainte de l'employeur. J'ai déposé aussi une loi sur le recyclage des bonbonnes de protoxyde d'azote qui pourrissent la vie des villes aujourd'hui dans le traitement des déchets, qui est un vrai sujet de société, ou aussi sur les sujets d'homicide routier que je suis particulièrement. Donc il y a plein de sujets qui sont encore très actifs à l'Assemblée et que je travaillerai. Et puis en parallèle, une campagne municipale qui est déjà bien organisée parce que je ne suis pas toute seule. J'ai un collectif Faire respirer l'île autour de moi, des élus, des conseillers de quartier, des sympathisants et bénévoles. Et nous sommes déjà organisés. J'ai un lieu qui s'appelle le Brest Café, qui est un lieu de convivialité dans lequel les Lillois peuvent venir à la rencontre du collectif. Et puis je serai sur le terrain comme je le suis, une seule et même femme engagée, tout en séparant bien les missions. Et je crois que c'est en écoutant les gens et en montrant qu'on est capable de travailler sans dogmatisme, sans sectarisme, pour tous, qu'on aura un bon maire pour Lille demain. Et donc, je continue avec la méthode qui est la mienne, je pense, avec intégrité, transparence sur tout ce que je fais, pour que les Lillois fassent leur choix. Et si jamais une nouvelle dissolution avait lieu, est-ce que vous vous représenteriez tout de même en tant que député? Ah, je pense que ça serait une configuration qui ne serait pas très bonne pour la lecture démocratique et le choix des électeurs, qui parfois se perdent même entre les collectivités, les villes, les métropoles, les élections du département et les élections législatives. On voit bien que ce n'est pas clair du tout pour beaucoup d'habitants, pour beaucoup de citoyens. Mais si ça arrivait, oui, je pense que je me représenterais pour être la députée d'une circonscription, la neuvième circonscription, qui comprend 5 villes: Tourcoing, Mouveau, Bondy, Marc-en-Barœul et Lille, dans laquelle je suis non seulement implantée, mais je crois que je fais le travail pour les habitants de ma circonscription. Et puis, parce qu'il y a un lien très fort finalement. On a besoin pour la ville de Lille et la métropole européenne de Lille demain d'hommes et de femmes politiques qui ont des responsabilités au niveau national, qui portent la métropole européenne au niveau national. Ça se fait à travers des députés comme moi, mais aussi ma collègue, par exemple Charlotte Parmentier-Lecoq, qui est devenue ministre des personnes en situation de handicap, ou mes collègues Félicie Girard, Brigitte Lizaud, Sébastien Huige, qui font leur job au national et qui portent la métropole avec moi. Et puis par notre ministre Gérald Darmanin, qui chaque fois se représente aux élections et a une fonction autre, parce que on a besoin de cette légitimité démocratique et de cet aller-retour permanent entre Paris et le territoire de la métropole lilloise, parce que nous voulons rester et développer notre ambition de grande métropole européenne au sein d'une Europe qui a tant de mal à reconnaître parfois l'originalité et l'unicité de la France. Merci beaucoup, Violette Spilbou, d'avoir été avec nous sur BFM2. Je rappelle que vous êtes députée Merci à vous. du groupe Ensemble pour la République, députée du Nord. Merci d'avoir été avec nous pour dresser le bilan de cette année parlementaire depuis évidemment la dissolution de l'an dernier. On s'en souvient et on comprend votre légère prudence quant à une éventuelle nouvelle dissolution qui viendrait en quelque sorte un peu perturber le calendrier électoral marqué par l'an prochain des élections municipales. Merci de nous avoir suivis sur BFM2. Restez bien avec nous. Un nouveau direct à suivre dans quelques instants.